Voilà, nous passons à f4 de x. Et le f4 de x est facile. F carré de x égale 2x carré plus x. Et j'ai déjà donné la formule de la dérivée de x puissance n qui est égale à n x puissance n moins 1. La dérivée de x carré, ça fait 2x. Et avec le 2 qui est devant, ça fait 4x. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc, tu comprends que la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées. Ça fait donc 4x plus 1. La dérivée de f5 de x, f5 de x, c'est sinus 3x cosinus 4x. Déjà, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. La dérivée de sinus g de x, voilà, on suppose que ça, c'est une fonction qui dépend de x. C'est un peu comme une fonction composée, non? On dérive ça prime égale à, si on dérive ça, ça fait g prime de x fois cosinus de g de x. Donc, même chose pour sinus. Donc, on va appliquer la formule et dériver ensemble. Donc, f5 de x égale à sinus 3x cosinus 4x. f'5 de x va donner donc quoi? Comme c'est un produit de fonction, on va dériver ça, multiplier par ça, et ensuite dériver ça, multiplier par ça. D'après la formule qui est donnée, dérivée de f fois g, c'est f' fois g plus g' fois f. On applique ça ici. La dérivée de sinus 3x, c'est quoi? J'ai dit qu'on dérive ça, ça fait donc dérivée de 3x fois dérivée de sinus même. Donc, ça fait donc 3 fois cosinus 3x. Si on voulait bien détailler ça, ça devait donner sinus 3x le tout prime est égal à la dérivée de 3x. 3x le tout prime fois sinus prime de 3x. Et la dérivée de 3x, c'est évidemment 3. La dérivée de 3x, c'est 3. On n'entre pas dans plus de détails, c'est 3. Ça fait 3 fois. Et la dérivée de sinus, d'après ce que j'ai écrit en haut, c'est cosinus. Donc, ça fait donc 3 cosinus 3x. On fait la même chose. Ça fait donc 3 cosinus 3x fois cosinus 4x, puisque la première fois, on ne dérive pas le deuxième. Et au deuxième tour, on dérive celui-ci et on multiplie par ça. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. C'est pourquoi vous voyez le moins du cosinus qui apparaît là. Et pour multiplier par plus, ça fait moins. Moins là. Et le sinus 3x reste identique. La dérivée de 4x, ça donne 4. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça fait donc moins 4 sinus 3x sinus 4x. On passe. f6 de x égale à racine carrée de sinus 2x. Ça, c'est une fonction puissance n. Donc, on a donc f puissance n de x. Il faut dériver. J'ai dit que ça donnait f' est égal à n f' f puissance n moins 1. C'est la question des produits. N f' fois f puissance n moins 1 de x. Donc, on peut mettre de x partout là. Et c'est pourquoi je réécris cette fonction, non? Racine carrée de x, nous savons bien cela. Racine carrée de x, nous savons ça avec la terminale, c'est encore x puissance 1 demi. C'est pourquoi j'utilise cette formule-là ici, f6 de x qui est égal à racine de sinus 2x et encore égal à sinus 2x puissance 1 demi. Et donc, je vais utiliser la formule de la dérivée n pour la dérivée ici. Je disais tantôt que fn' égale à n f puissance n moins 1. Ici, n vaut 1 demi. Ça descend, comme vous avez vu là. Le n descend. 1 demi descend. F' dérivée de ceci. La dérivée de sinus 2x, c'est quoi? Sinus 2x, la dérivée, c'est quoi? Ça donne dérivée de ce qui est ici à l'intérieur, qui vaut 2 fois dérivée de sinus, qui est cosinus 2x. Donc, on dérive comme j'ai montré au premier cas. Donc, ça fait 2 cosinus 2x. C'est ça qui est écrit là. Et ensuite, il faut recopier f puissance n moins 1. N qui valait 1 demi. Ça fait donc 1 demi moins 1. Et si je réduis au même dénominateur, ça me donne moins 1 demi. C'est pour ça que le moins 1 demi est là. Et donc, en réduisant, c'est-à-dire en simplifiant par 2, f' de x donne cosinus 2x, sinus 2x, puissance moins 1 demi. Voilà. C'est fini pour cet exercice. On passe aux dérivées n. Voilà. Nous commençons par l'exercice 7. À la fin de cet exercice, nous serons capables de prendre une fonction et déterminer la dérivée d'ordre n. Peu importe le rang, à partir d'une formule que nous allons fabriquer nous-mêmes. Ça veut dire qu'on te donne une fonction et tu peux fabriquer une formule
qui donne la dérivée de la fonction à n'importe quel rang. Par exemple, on demande de calculer déterminer la dérivée d'ordre 1000, par exemple, de la fonction 1 sur x. La dérivée d'ordre 1000 de 1 sur x. Tu ne vas pas dériver 1000 fois. En mathématiques, on te propose une méthode pour trouver la dérivée d'ordre 1000 sans dériver 1000 fois. Tu détermines d'abord une formule qui donne la formule de la dérivée énième à n'importe quel rang. Et ensuite, tu remplaces n par 1000 et tu as la dérivée à l'autre 1000. Voilà. Nous commençons par le premier cas, f de x égale à ln de x. Le procédé pour déterminer cette formule, c'est d'abord de dériver successivement la fonction proposée un nombre limité de fois pour voir comment se comportent les dérivés et essayer intuitivement de déterminer une relation qu'il y a entre chaque dérivée. C'est ce que nous allons faire. F de x égale à ln de x, f' de x égale à 1 sur x, f seconde de x égale à moins 1 sur x carré, f3 de x égale à 2 sur x cube, f carré de x égale à moins 6 sur x puissance 4. Nous remarquons à chaque fois qu'au numérateur, les nombres qui sont, si on fait la dérivée d'ordre n, si on fait fn de x et au numérateur, c'est d'abord factoriel n-1. Vous pouvez vérifier et démontrer cela par récurrence si vous voulez. Donc, là, à f4, entre parenthèses, à f4 de x, c'est 4 moins 1 factoriel, qui est vraiment factoriel 3, qui vaut 6. Et là, à f3 de x, nous avons 3 moins 2 factoriel, qui est factoriel 2, qui vaut 2. Et de même pour f', qui est factoriel 0, qui vaut 1. Et ensuite, maintenant, nous regardons le dénominateur, on voit que quand on fait f' de x, en bas, x est à la puissance 1. Quand on fait f seconde 2, x est à la puissance 2. Quand on fait f3, x est à la puissance 3. Quand on fait f4, x est à la puissance 4, etc. Et nous remarquons également que les termes de dérivés d'ordre impair sont positifs et les termes de dérivés d'ordre pair sont négatifs. Ça veut dire que quoi? F' de x est 1 sur x. F seconde de x est moins 1 sur x carré. f3 de x est 2 sur x cube, f carré de x est moins 6 sur x4. Donc, à chaque fois qu'on dérive à un ordre pair, il y a un moins qui apparaît. Voilà, à l'aide de ces quatre choses, nous établissons cette formule fn de x égale à moins 1 puissance n plus 1. Si n vaut 0, nous avons moins 1 puissance 1 et non, si n vaut 1, on a vérifié que n appartient à l'intervalle 1 à n. Voilà. Si n vaut 1, nous avons moins 1 au carré, ici 0 qui donne factoriel, ça donne 1, 1 sur x puissance 1 qui donne 1 sur x qui est bien la première dérivée f' de x. Et on peut remplacer au deuxième cas n par 2 et ensuite par 3 et ensuite par 4. Donc nous avons fabriqué ainsi une formule fn de x qui donne la dérivée de ln de x à n'importe quel rang. Cette formule, c'est moins 1 puissance n plus 1 fois factoriel n moins 1 sur x puissance n. Vous avez bien vu que j'ai précisé à quel rang n commence. N commence à 1 jusqu'à n. N'importe quel. N ne peut pas valoir 0, sinon on aura factoriel d'un nombre négatif. Donc, je reprends le procédé. Il faut calculer la dérivée de f, un nombre limité de fois. Tu pouvais continuer jusqu'à f7, f8, f10 comme tu veux. Mais du moment où tu n'as pas encore vu la relation qu'il y a entre les dérivés, la relation de récurrence qu'il y a entre les dérivés. Si tu n'as pas encore vu, tu peux dériver jusqu'à ce que tu vois que quand je dérive les termes pairs, quand je dérive les termes impairs, c'est comme ça. Dès que tu as remarqué ça, tu mets un terme avec une puissance qui donne le signe. Parce que moins 1 puissance n plus 1, ici c'est le terme qui donne le signe. Quand on est sur le terme pair, à f2, ça va donner n plus 1, moins 1 puissance 3. Et vous savez bien que un nombre négatif élevé à une puissance impaire est toujours négatif. Par exemple, si je fais moins 2 à la puissance 3, ça fait moins 8. Et si je fais moins 2 à la puissance 4, ça fait 16. Ça fait 16. Voilà. Et bien 16 est positif et moins 8 est négatif. Voilà. Donc ce terme est le terme qui donne les signes. Et n-1 factoriel est le terme qui donne les nombres à côté du signe. Il y a là 1, il y a 2, ensuite il y a 6. Et etc. qui continue. n-1 factoriel, c'est le terme qui donne le signe. Et en bas, x puissance n. On a remarqué que quand on dérive une fois, la puissance c'est 1. Quand on dérive deux fois, la puissance c'est 2. Quand on dérive 3 fois, la puissance c'est 3. Quand on dérive 4 fois, la puissance c'est 4. Donc ça veut dire que la dérivée à l'ordre n, c'est
tout ceci sur x puissance n. Voilà, si on a compris, on va passer au deuxième cas pour essayer de pratiquer de nouveau. f2 de x vaut exponentielle alpha x, alpha appartenant à r étoile. J'ai dit qu'on commence par dériver la fonction un nombre limité de fois jusqu'à ce qu'on trouve une relation entre la dérivée et on conclut la formule générale. Cette formule nous aidera en quoi en particulier? Elle nous aidera dans l'application des formules de développement de Taylor, elle nous aidera à trouver les restes de Lagrange, elle nous aidera dans le théorème des accroissements finis, et elle nous aidera aussi en particulier à avoir la dérivée de la fonction f à un autre qui nous intéresse, peu importe l'autre. Voilà. Vous voyez bien que j'ai dérivé seulement j'ai dérivé 4 fois seulement, et j'ai obtenu la formule à l'autre n. Voilà. f2 de x égale exponentielle alpha x. Quand je dérive une fois, j'ai donné la formule pour dériver la fonction exponentielle alpha. Exponentielle u tout à l'heure. J'ai dit que si j'ai exponentielle u, la dérivée de l'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Voilà. Donc, f' de x va donner alpha exponentielle alpha x. F seconde de x, puisque alpha ne dépend pas de x, alpha est une constante. On a bien précisé alpha appartenant à r plus étoile. C'est x qui varie, donc, et on dérive en fonction de x. C'est pourquoi je ne dérive pas ça comme un produit de fonction. Voilà. Et f seconde de x, c'est toujours alpha carré exponentielle alpha x, non? Puisque je vais toujours dériver alpha x. Le alpha descend, ça multiplie le alpha qui avait déjà, c'est pourquoi ça fait alpha carré. f3 de x, pour dériver f3 de x, je dérive, pour avoir f3 de x, je dérive f2 de x. f seconde de x, ça va me donner le alpha qui descend. Ça fait alpha fois alpha carré, et puis ça fait alpha cube. Et on met encore exponentielle alpha x. Donc f3 de x, c'est encore alpha puissance 3 exponentielle alpha x. On déduit que pour tout n dans n et pour tout x dans r, la dérivée alors que n de f de x, c'est alpha puissance n exponentielle alpha x. Voilà. Vous pouvez vérifier. Par récurrence, ça marche aussi. Donc, si vous voulez même construire une formule comme ça sur un exercice, quand vous avez fini de faire ça, normalement, vous devez démontrer que par récurrence, que ça marche. On suppose que la formule est vraie jusqu'au rang n et on démontre que pour k égale à n plus 1, ça marche. Bon, pour la récurrence, vous allez voir nos cours d'algèbre. Voilà. Je dis, quand je dis dans le cours d'algèbre, c'est la méthode pour faire la récurrence, pour démontrer qu'une formule est vraie au rang n. C'est seulement la méthode parce qu'elle est vraie. Voilà, f3 de x égale à 2 puissance n, x puissance n. Notre but, c'est de trouver la dérivée à l'ordre p de f3 de x. Ici, j'ai choisi un autre entier naturel pour nommer la dérivée parce qu'ici, on a déjà mis n, non? Il y a déjà n ici. Je ne peux pas parler de notre n là-bas. Il y aura confusion entre les n. C'est pourquoi j'ai choisi p dans la formule finale. f3 de x égale à 2 puissance n, x puissance n. On dérive le nombre limité de fois jusqu'à obtenir la formule. Parfois, 2 dérivées vont suffire, 3, pour trouver la formule générale. Voilà. f' de x donne 2 puissance n fois n, x puissance n moins 1. Bon, je dérive x puissance n avec la formule de la dérivée de x puissance n que j'ai d'abord donnée. J'ai dit que la dérivée de x puissance n, c'était n, x puissance n moins 1. Voilà. Et donc, je dérive ça et puis ça donne 2 puissance n fois n, x puissance n moins 1. En dérivant une seconde fois la dérivée qu'on avait déjà obtenue, quand je dérive encore ceci, le n-1 descend, non? Voilà. Donc, ça fait n facteur de n-1. Bon, 2 puissance n reste 2 puissance n. C'est un nombre qui se balade partout, là, dans toutes les dérivées. Et quand n-1 descend, il reste n-2 ici en haut. Voilà. Donc, c'est pourquoi ça fait n facteur n-1, 2 puissance n, x puissance n-2, d'après la formule que j'ai donnée au départ. f2 de x va donner. Et la dérivée, alors 3 de x, on dérive la f seconde, non? Parce que pour obtenir une dérivée à l'ordre n, on dérive la dérivée à l'ordre n-1. Voilà. Donc, la dérivée à l'ordre 3 de x, c'est quoi? Je dérive ceci. Quand je dérive x puissance n-2 là, n-2 descend et il reste x puissance n-3 ici en haut. Quand n-2 descend, ça multiplie tout ce qu'il y a déjà ici. Ça fait n facteur n-1 facteur n-2. Bon, le 2 puissance n, il est là. 2 puissance n fois n facteur n-1 facteur n-2, x puissance n-3. Voilà. Donc, on remarque que quand on veut dériver à l'ordre 3, le dernier terme à côté de n qui se soustrait à n, c'est 3 moins 1. C'est ça, non? Donc, le nombre qu'il y a ici, c'est le nombre qu'il a enlevé de 1. Par exemple, à la première dérivée, on a n. Ici, on dérive une fois.
Et 1 moins 1, c'est 0. C'est pourquoi vous voyez, ici, c'est encore n est encore égal à n moins 0. Mais ici, à l'ordre 2, on a directement n moins 1, 2 moins 1, qui vaut 1. C'est pourquoi on a n moins 1. Et à l'ordre 3, le terme qui est ici à côté, qui se soustrait à n, c'est 3 moins 1 qui est 2. Donc, ça veut dire que la dérivée à l'ordre p, c'est quoi? De x. Il y a d'abord 2 puissance n qui est partout. N facteur n moins 1, facteur n moins 2, facteur n moins 3. Le dernier terme doit être n moins p plus 1. Comme vous l'avez remarqué là. N moins p plus 1. Et x puissance n moins p. Voilà, nous passons à la dérivée énième de f5 de x égale à 1 sur 1 moins x. On procède de la même façon. Et donc, le nombre de fois que tu dérives n'est pas arbitraire. Tu peux dériver, une personne peut dériver 10 fois, une autre dériver 5 fois. La personne qui a dérivé 5 fois à l'œil, il voit très vite la relation de récurrence qu'il y a entre la dérivée et il s'arrête à l'autre 5. Et toi, tu vois jusqu'à l'autre 10, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'à la fin, vous ayez la vraie formule générale de la dérivée à n'importe quel rang de la fonction f. Donc, si je dérive 2 fois, 3 fois, 4 fois, il ne faut pas penser qu'il faut le faire exactement comme ça dans tous les cas. Si tu dérives, il y a des cas où il faudra dériver 5 fois pour voir, 6 fois, 7 fois. Donc, tant que tu n'as pas encore vu, tu continues à dériver jusqu'à voir. Voilà. Donc, f' de x égale à 1 sur 1 moins x carré, f seconde de x égale à 2 sur 1 moins x au carré. Tu peux vérifier cela en appliquant la formule de la dérivée de f sur g que j'ai donnée tout à l'heure dans le cours. f3 de x, c'est 6 sur 1 moins x le tout puissance 4. Donc, on remarque que quoi? À chaque fois, quand on dérive à l'autre 1, là, factoriel 1, factoriel 2, factoriel 3. Et en bas, lorsqu'on dérive à l'autre 1, 1 moins x. À l'autre 2, 1 moins x, là c'est... À l'autre 2, 1 moins x puissance 3. À l'autre 3, 1 moins x puissance 4. Donc, au fur et à mesure qu'on dérive au dénominateur, là, à l'autre p, ici c'est p plus 1. Et ici, c'est factoriel p. Donc, c'est pourquoi vous voyez f, la dérivée à l'ordre n de f de x, c'est factoriel n sur 1 moins x puissance n plus 1. Voilà. Nous avons déjà maintenant fini. Tu es capable maintenant de déterminer la dérivée énième de n'importe quelle fonction. Dès que la fonction est dérivable, tu la dérives n'importe comment jusqu'à l'autre qui t'intéresse. L'autre qui t'intéresse, c'est tu dérives jusqu'à ce que tu puisses établir la relation de récurrence qu'il y a entre les dérivés. Dès que tu as vu la relation, tu écris et tu vérifies que ça marche à n'importe quel rang. Dès que ça marche, tu dis que la formule là, c'est la formule de la dérivée énième de f. On passe à l'exercice 8. Exercice 8, peut-on appliquer le théorème de Rolle aux fonctions suivantes? Avant de donner les fonctions, il faut d'abord connaître le théorème de Rolle. Voilà. Théorème de Rolle, il faut le retenir, tout comme le théorème des accroissements finis. Donc, voie court, le théorème de Rolle énoncé. Soit f une fonction continue sur AB et dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Si f de A égale à f de B, alors il existe au moins un C entre A et B tel que f' de C égale à 0. Voilà. Donc, nous allons... Donc, il faut que f soit continu, c'est-à-dire f appartient à C0 sur AB. F continue, cette écriture signifie que f est continu sur AB. Oui, f est continu sur l'intervalle AB et f dérivable sur AB ouvert. Donc, voici les deux hypothèses du théorème de Rolle. Il faut que f soit continu. Quand on te donne un intervalle, la fonction proposée doit être continue sur cet intervalle. Et la fonction proposée doit être dérivable au moins sur l'intervalle AB ouvert, puisque nous savons, d'après la théorie des ensembles, que l'intervalle AB est inclus dans l'intervalle AB. Voilà. L'intervalle AB ouvert est inclus dans l'intervalle AB fermé. Donc, si la fonction est dérivable totalement sur AB, c'est toujours bien. C'est encore plus bien même que ce qu'on a dans l'hypothèse du théorème de Rolle. Mais bon, d'après les hypothèses, il faut que f soit d'abord continu et dérivable sur AB ouvert. Si les deux propositions-ci sont vraies, alors il existe un C entre A et B. Il existe un C entre A et B. Vous voyez bien que le C là, ne peut pas être A.
et le C là ne peut pas être B. C est strictement compris entre A et B tel que f' de C égale à 0. Quand l'exercice 8 nous demande donc, peut-on appliquer le théorème de Rolle aux fonctions suivantes? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est vérifier si les fonctions proposées vérifient les hypothèses du théorème de Rolle. Il faut vérifier si f est continu sur l'intervalle, dérivable sur l'intervalle, tel que f de A égale à f de B. Voilà. F est continu sur l'intervalle, dérivable, tel que f de A égale à f de B. Si les trois là sont vrais, on conclut qu'il existe un C entre A et B, tel que f de C égale à 0. Donc les choses qu'on va faire, c'est montrer que f est continu sur A, B, montrer que f est dérivable, montrer que f de A égale à f de B. Si c'est vrai, on conclut qu'on peut appliquer à la fonction f les hypothèses du théorème de Rolle. Au premier cas, on a f1 de x égale à x carré moins 2 sur AB égale à l'intervalle moins 1, 3. Voilà. Premièrement, on sait que les fonctions polynômes sont continues sur R. Donc, et cet intervalle est une partie de R. Donc, cette fonction est gentille. Elle est très continue. Donc, il n'y a même pas de problème. Les fonctions polynômes sont aussi dérivables par définition. Donc, les deux premières hypothèses sont vérifiées. Maintenant, il faut vérifier que f de A égale à f de B. A, c'est moins 1 et B, c'est 3. F de moins 1 égale à moins 1 au carré moins 2, qui va donner 1 moins 2, qui va donner moins 1. Et f de 3 est égal à 3 au carré moins 2 qui va donner 9 moins 2 qui va donner 7. Moins 1 est différent de 7. On ne peut pas appliquer à la première fonction f1 de x égale à x carré moins 2 le théorème de Rolle. On ne peut pas appliquer le théorème de Rolle à cette fonction. Il n'existe pas de C entre moins 1 et 3 tel que f' de 1 de C soit égal à 0. Et si vous voulez, vous trouvez même les racines de ça, non? Si vous voulez vérifier que c'est même vrai, vous pouvez même dériver cette fonction f1 de x et vous trouvez ses racines. Voilà. Vous allez voir que ces racines ne sont pas entre moins 1 et 3. Voilà. Vous pouvez dériver, ça ne sera pas entre moins 1 et 3. Bon. Oui, on passe à la prochaine fonction f2 de x. f2 de x égale à racine carrée de 1 moins x carré sur l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Évidemment, cette fonction est continue sur moins 1, 1 et dérivable sur moins 1, 1 ouvert. C'est vrai, non? Parce que quand tu vas trouver la première dérivée, au dénominateur, il y aura racine carrée de 1 moins x carré. Et par contrainte, sur l'inconnu x, x doit être différent de 1 et x différent de moins 1 parce que quand tu factorises ça, ça fait 1 moins x facteur de 1 plus x. Voilà. Donc x différent de 1, x différent de moins 1. f2 de x est dérivable sur moins 1, 1 ouvert. Les deux hypothèses sont vérifiées. Il faut maintenant vérifier si f de moins 1 égale à f de 1. Voilà. f de moins 1 va donner quoi? 1, ça va donner racine carrée de 1 moins moins 1 au carré qui va donner tout simplement 0. Et f de 1 va donner racine carrée de 1 moins 1 au carré qui va donner 0. Donc, on peut appliquer à la fonction f2 de x égale à racine carrée de 1 moins x carré sur moins 1 les hypothèses du théorème de Rolle. Voilà.